Spectre du communisme, le podcast du Parti communiste révolutionnaire. Merci à tous d'être venus nombreux aujourd'hui pour discuter de la question de la lutte contre la crise climatique, qui est évidemment un sujet, je pense, qui est dans la tête de beaucoup de gens dans les dernières années, même depuis plusieurs décennies, je pense, pour certaines personnes. Parce que aujourd'hui, c'est plus du tout une menace lointaine, hypothétique, comme ça a pu être le cas il y a quelques années. Mais aujourd'hui, c'est évident pour tout le monde qui vit sur la planète que les conséquences en fait, du changement climatique sont d'ores et déjà d'actualité et d'ores et déjà catastrophiques. Les événements météorologiques extrêmes, climatiques extrêmes comme les canicules, incendies, inondations, tempêtes sont devenus plus du tout justement des événements exceptionnels, mais la norme. Chaque année en France, on bat les records de chaleur, avec des conséquences dramatiques d'ores et déjà. D'après un rapport de Santé publique France, entre 2014 et 2022, il y a eu près de 33 000 décès attribuables à la chaleur pendant la période estivale. Donc c'est déjà énorme. Il y a des gens qui meurent des conséquences de la crise climatique. Et le rythme de ces anomalies-là s'accélère avec, on a des tempêtes tropicales sur les côtes européennes, la multiplication des ouragans aux États-Unis, des incendies dévastateurs à Los Angeles comme on n'en a jamais vu. Et récemment, il y a eu le cyclone Chido à Mayotte qui a complètement dévasté l'île et qui était un phénomène jamais vu depuis près d'un siècle. Donc toutes ces anomalies-là qui se multiplient et dont le rythme s'accélère. Tout ça cause un phénomène assez inédit de migration climatique, si on pourrait appeler ça comme ça, qui touche des millions de personnes. En 2019, c'est près de 25 millions de personnes qui ont dû déménager en fait à cause des conséquences du changement climatique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2022, il y avait eu les inondations au Pakistan qui avaient affecté 33 millions d'habitants et détruit 250 000 habitations. Donc ça, c'est des centaines de milliers de familles en fait qui perdent leur foyer et qui doivent déménager. Et c'est pas simplement des phénomènes extrêmes qui causent ça, c'est aussi de manière générale des zones qui sont rendues inhabitables parce que il y a des pénuries d'eau. C'est environ la moitié de la population mondiale qui subit une grave pénurie d'eau pendant au moins une partie de l'année. Mais c'est aussi des sécheresses, des famines qui font que des gens doivent déménager. Et ça fait des déplacements massifs de population. Tout ça, c'est pour les conséquences seulement actuelles. Mais les perspectives, en fait, pour un futur assez proche, sont encore plus catastrophiques. Tous les rapports scientifiques sont sans appel. Si on veut éviter une catastrophe, il faut limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré ou 2 degrés maximum par rapport à la période pré-industrielle. Et pour y arriver, il faudrait des mesures très importantes pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et aussi pour investir massivement en fait, dans la gestion de ces catastrophes-là, de la reforestation, etc. Évidemment, c'est encore des estimations qui restent très spéculatives parce que c'est très difficile à calculer exactement le nombre de degrés, le pourcentage d'émissions à réduire, etc. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte et donc certaines estimations peuvent être trop pessimistes, trop optimistes. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on est très loin du compte de ce qu'il faudrait pour limiter le réchauffement climatique. Entre 2014 et 2023, seulement 18 pays avaient réussi à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre pendant toute la durée de cette période-là. Et en plus, les mesures qui étaient prises, même quand ils y arrivaient à atteindre leurs objectifs, les objectifs étaient beaucoup trop bas par rapport à ce qu'il faudrait réduire. Et on peut aussi citer par exemple la production de plastique, qui est une production très énergivore, très polluante, augmente chaque année de 4,5%. Donc là encore, on est loin de ce qu'il faudrait pour limiter les effets du changement climatique. Et donc, résultat, on est déjà en fait à une augmentation de la température de 1,1 degré. Et si les mesures adoptées sont respectées, on atteindrait les 2,5 degrés ou les 2,8 degrés en fait. Donc on est beaucoup au-dessus de ce qu'il faudrait. Et donc si on poursuit sur cette trajectoire-là, les conséquences vont être dramatiques. On parle de la destruction des fonds marins parce qu'on a un phénomène d'acidification des océans, des villes côtières entières qui vont être rasées de la carte, puisque on estime que les océans vont s'élever de 2 à 6 mètres d'ici à 2300. Et ça, c'est si on limite à 2 degrés. Donc vous imaginez la suite parce qu'on est pour l'instant au-dessus. Les phénomènes météo extrêmes, évidemment, qui vont être de plus en plus fréquents.
Et tout ça, en fait, ça a un impact majeur sur les conditions de vie d'une immense partie de l'humanité. Rien que si on pense à l'agriculture, d'après des estimations récentes, en fait, le rendement des plantations de maïs devrait diminuer de 24% d'ici la fin du siècle. Et il y a plus de 1,5 milliard de personnes qui dépendent directement du maïs comme aliment de base. Donc là, on parle de toute une partie de la population, en fait, dont la principale source alimentaire va être coupée à cause du changement climatique. Et ça, c'est simplement ce qu'on peut imaginer. Mais évidemment, c'est difficile de prédire exactement quelles vont être les conséquences d'un phénomène qu'on connaît et qu'on maîtrise mal. Et donc, on a simplement des hypothèses pour le moment de à quoi peut ressembler la vie sur Terre d'ici quelques dizaines d'années. Mais en fait, c'est seulement l'expérience vivante qui pourra nous donner toute l'ampleur de ce phénomène-là. Et je pense qu'on n'a pas envie de voir les résultats. Donc, voilà, en fait, c'est ça un peu le tableau auquel on est confronté. À terme, et pas à très long terme, là c'est simplement quelques générations, en fait c'est l'existence même de l'espèce humaine telle qu'on la connaît aujourd'hui qui est en jeu. Donc c'est assez clair pour des millions de personnes. Il est urgent d'agir pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, limiter le réchauffement climatique, et puis pour agir dès maintenant en fait contre les phénomènes qu'on connaît. Et tout ce sentiment d'urgence-là, en fait c'est ce qui a animé des mobilisations de masse dans les dernières années, dans lesquelles la jeunesse a joué un rôle majeur. Et c'est normal, en fait, c'est l'avenir direct de millions de jeunes qui est en jeu. Et donc, la question de la lutte contre le changement climatique est un des facteurs importants de la radicalisation politique de toute la jeunesse. Voilà, on peut avoir en tête les mouvements qui avaient commencé en 2018-2019, les grèves pour le climat, avec le mouvement Fridays for Future, qui avait été initié par Greta Thunberg et qui avait mobilisé des millions de jeunes en fait, à travers le monde qui faisaient grève dans leurs lycées, dans leurs écoles, à la fac, et pour protester contre ce phénomène. Et en parallèle, on a vu aussi des groupes politiques qui sont développés autour de cette question spécifiquement de l'environnement. On peut penser à Extinction Rebellion, le mouvement Stop Oil aussi, un peu plus récent, avec des militants qui se collent sur des tableaux, qui lancent de la soupe, pour alerter contre le changement climatique. Donc voilà, plutôt avec des méthodes d'action directe. Et on voit ça un peu partout à travers le monde. Donc il y a un aspect positif dans le sens que, effectivement, il faut une action mondiale pour mettre fin à cette crise qui est mondiale. Mais il y a un problème avec ces mobilisations aussi, c'est l'objectif qu'elles se donnent, qui est de faire prendre conscience du problème aux dirigeants pour qu'ils agissent. Et le problème, c'est que les dirigeants des grandes puissances dans les gouvernements, ils ont parfaitement conscience du problème. On peut penser ce qu'on veut. Parfois, on pourrait penser qu'ils nous donnent la preuve du contraire, mais la plupart ne sont pas des imbéciles. Et en fait, ils ont des conseillers scientifiques, ils ont accès aux meilleurs rapports qui leur donnent tous les chiffres qu'il faut avoir pour prendre conscience de l'ampleur du problème. Et pourtant, là, dans un mois, il va y avoir la COP30 au Brésil. On a eu 30 conférences qui ont regroupé quasiment tous les dirigeants des pays du monde. Ils se sont réunis une trentaine de fois pour aboutir à quel résultat ? En fait, à aucun résultat concret. Ils ont signé certes des dizaines d'accords, mais aucun de ces accords n'était à la hauteur de ce qu'il fallait faire. Et puis surtout, la plupart du temps, ils ne sont pas respectés. On peut penser aux accords de Paris qui avaient été conclus en 2015. Alors voilà, c'était des accords historiques, ça devait limiter les émissions de gaz à effet de serre. Mais ce n'étaient pas des accords contraignants, donc en réalité, aucun pays n'était obligé de se fixer un objectif précis de réduction des gaz à effet de serre. Et puis, les engagements qui avaient été pris étaient insuffisants, n'ont pas été respectés, et on a même les États-Unis en fait, qui se sont retirés de l'accord, alors que c'est la première économie mondiale, pas la plus pollueuse, donc autant vous dire que ces accords, ils servent strictement plus à rien. Donc voilà un peu le résultat de ce qui sort de ces colloques de dirigeants internationaux. Donc on voit, ils ont conscience du problème. Mais alors la question qui suit, c'est pourquoi est-ce qu'ils ne résolvent pas ce problème-là qui menace l'humanité ? Parfois on entend dire c'est une question de volonté politique. Il manque une réelle volonté politique d'appliquer les mesures nécessaires. Et nous, ce qu'on répond, c'est que le problème ne dépend pas de la bonne volonté des dirigeants, mais du système qui dirige. Et ce système, c'est le capitalisme, qui a pour seul objectif de maximiser les profits, quel que soit le coût pour la planète et les travailleurs. Et aujourd'hui, il y a une énorme concentration en fait,
des moyens de production dans les mains d'une poignée de riches patrons. Donc là, on parle des usines, les machines, tous les équipements, etc., sont possédés par une toute petite poignée de gens. Vous connaissez sûrement ce classement, le Fortune 500. C'est le classement des 500 plus grandes entreprises selon le chiffre d'affaires. 500 entreprises représentent plus d'un tiers du PIB mondial. Donc on imagine en fait le niveau extrême de concentration qui fait que une petite partie des gens, de l'humanité, a un poids énorme en fait, économique et également forcément sur les politiques. Et toutes ces multinationales-là, elles décident de ce qui est produit, comment c'est produit, et l'écrasante majorité de la population subit. Parce qu'on ne contrôle pas ce qu'on ne possède pas. Et donc c'est cette petite poignée de gens qui possèdent ces moyens de production, qui décident de comment les choses sont produites. Le problème, c'est que sous le capitalisme, la production, elle n'est pas du tout orientée vers les besoins, pour remplir les besoins réels de la population. Il n'y a pas du tout de planification rationnelle de l'économie. Tout est laissé un peu à l'anarchie du marché. C'est cette soi-disant main invisible qui est censée faire en sorte qu'on produise ce dont on a besoin, etc. Ce n'est pas du tout ce qu'on observe, en fait. Ce qui se passe, c'est que chaque capitaliste va déverser ses marchandises en fait, sur le marché et espérer trouver preneur. Et s'il ne trouve pas preneur, pas de chance. Soit il va stocker ses marchandises, si c'est possible, ou simplement les détruire. Vous avez déjà vu sûrement toutes ces images là, de produits qui sont jetés à la poubelle dans les supermarchés, le lait des producteurs laitiers qui est déversé, etc. Juste parce qu'on n'a pas trouvé d'acheteurs. C'est comme ça que fonctionne le capitalisme. Chaque entreprise est aussi en compétition avec les autres entreprises. Et donc, leur objectif, c'est de produire pour les capitalistes au coût le plus bas possible pour essayer de gagner des parts de marché contre ses concurrents parce qu'il va être plus compétitif. Et donc, ça pousse chaque entreprise à utiliser les matières premières les moins chères possibles, donc souvent polluantes, le plastique, etc. Va aussi essayer de réduire au maximum les coûts de production. Donc plutôt que de recycler, c'est un processus qui est long, qui est coûteux, on va jeter nos déchets plutôt dans les rivières, on va les jeter dans des décharges, etc. Ils vont aussi essayer de contourner les réglementations environnementales pour aller grappiller quelques dizaines de dollars. On peut penser, il y avait eu ce scandale avec Volkswagen qui avait truqué des tests anti-pollution juste parce qu'ils ne voulaient pas dépenser un petit peu pour installer les capteurs. Et récemment, on a un autre exemple, justement. Admettons que des pays se mettent d'accord pour mettre en place une réglementation. C'est le cas de l'Union européenne qui voulait appliquer une loi qui interdit la vente de voitures à moteur thermique en 2035. L'Association des constructeurs européens d'automobiles a demandé à l'Union européenne de revoir cette loi-là. Récemment, ils se plaignent notamment de la concurrence de la Chine qui produit des véhicules électriques à bien moindre coût, en disant là on ne peut pas faire concurrence, donc il faut repousser cette loi-là. En fait, c'est avec les lobbies, etc. Ils ont le poids en fait pour imposer aux différents gouvernements la législation qu'ils veulent, qui les arrange. Et le problème, c'est pas simplement quelques patrons cupides, c'est pas une question du tout de morale en fait. C'est simplement les lois en fait du capitalisme qui forcent chaque entreprise en fait à aller se battre pour des parts de marché, à faire le maximum de profit possible, et donc à se plier aux règles du jeu. Et en bref, c'est en fait la production capitaliste qui est incompatible avec l'environnement. Et le problème, c'est que le rôle des dirigeants dans les différents pays, c'est précisément de défendre ce système-là. Donc ils sont incapables de prendre les mesures qui s'imposent parce qu'elles vont à l'encontre des intérêts du capitalisme. L'autre problème, c'est que on a besoin, pour lutter contre le changement climatique, d'une action mondiale concertée. C'est un problème mondial, il faut une action mondiale. Et le problème, c'est que chaque gouvernement national, défend les intérêts de sa bourgeoisie nationale. Et donc, au niveau mondial, on a ce même processus en fait, de compétition des différents pays les uns contre les autres pour justement aller vendre leurs marchandises sur le marché mondial. Et donc, pareil, en fait, les différents gouvernements sont incapables d'une action commune qui soit un tant soit peu efficace. Il y avait un article intéressant dans le Financial Times il y a quelques années qui s'appelait « Comment la Chine a accaparé le marché des technologies propres ». Et en gros, dans cet article, ils expliquaient que la Chine, elle a développé un secteur de la green tech assez efficace avec des technologies intéressantes. Et on pourrait se dire, c'est super, on va pouvoir mettre ces technologies en commun pour lutter contre le changement climatique,
pour les appliquer dans nos industries. Non, c'est pas du tout ce que cet article expliquait. Il disait ça pose un problème en fait de compétitivité pour les industries manufacturières occidentales. Donc la solution, c'est d'imposer des mesures protectionnistes contre la Chine pour protéger les industries polluantes nationales. Donc ça paraît complètement absurde, mais c'est ça la logique en fait de la compétition à l'échelle mondiale en fait entre les différentes puissances. En fait, on a en ce moment une crise économique assez profonde, et donc la logique de chaque gouvernement, c'est un peu chacun pour soi. On protège nos intérêts nationaux, quel que soit en fait l'impact sur l'environnement. Par exemple, la France exporte chaque année 800 000 tonnes de déchets plastiques, souvent vers les pays les plus pauvres, qui vont les racheter. Et après, ça finit dans les décharges à ciel ouvert, ça finit brûlé, etc. Mais bon, on exporte un peu notre crise environnementale. Sauf que c'est vraiment une logique très court-termiste, puisque c'est un problème mondial, la pollution ne va pas s'arrêter aux frontières nationales. Et donc, au final, ça finit par revenir. Mais bon, c'est un peu la logique très court-termiste des différents gouvernements qui se disent, on se débarrasse le plus vite possible de nos problèmes. Ça ne va pas du tout fonctionner. Mais c'est un peu ça, cette logique qu'on retrouve à toutes les échelles concernant ce sujet-là. Mais bon, on pourrait se demander alors, OK, comment ça se fait qu'ils continuent à se réunir avec des COP si ils n'arrivent jamais à se mettre d'accord et si finalement ça ne change rien? Pourquoi est-ce qu'ils organisent ce genre de sommet-là? Déjà, en partie, je pense qu'ils sont un peu obligés parce qu'il y a la pression de l'opinion publique mondiale qui pèse sur eux, et donc ils doivent quand même faire preuve d'un minimum d'intérêt pour la question environnementale et donner l'impression qu'ils cherchent des solutions qui répondent à ça. Et leur solution, c'est des grandes déclarations, l'état d'urgence climatique, il y a Macron qui parle de l'écologie, combat du siècle, etc. Donc c'est des belles paroles, mais au final qui ne sont jamais suivies de mesures concrètes. Mais il y a quand même quelque chose dont ils discutent et sur lequel ils arrivent à se mettre d'accord parfois, et c'est deux choses qui n'ont rien à voir avec l'environnement. C'est pour se partager un peu le butin qui peut exister sur le marché mondial, la lutte pour les marchés en fait. C'est de ça dont ils discutent dans ces sommets-là. Et je vous donne un exemple, c'est la COP28, donc il y a quelques années, qui s'est tenue aux Émirats Arabes Unis, donc un des principaux pays producteurs de pétrole, sous la présidence du sultan Al-Jaber, directeur général de la compagnie pétrolière ADNOC, donc voilà, des grands défenseurs de l'environnement. Lui-même, il avait déclaré qu'il n'y avait aucune donnée scientifique qui permet de dire que l'élimination des combustibles fossiles permettrait de limiter le réchauffement climatique. Donc, on voit à quel point ces sommets-là, c'est une complète farce et que ces dirigeants-là en ont rien à faire de l'environnement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui se passait en marge de ce sommet? En fait, ça leur servait à faire des affaires puisqu'il a été révélé que l'entreprise ADNOC a profité de la COP et le fait qu'il y ait pas mal de dirigeants réunis pour s'entretenir avec 15 dirigeants de différents pays pour conclure des contrats d'extraction de leurs ressources pétrolières et gazières. Donc voilà à quoi leur sert ce genre de sommet. Donc ça montre qu'on ne peut rien attendre en fait, de nos classes dirigeantes, on ne doit leur faire aucune confiance, on peut leur demander tout ce qu'on veut, leur faire des appels, ils en ont strictement rien à faire, parce qu'au final, c'est quoi leur philosophie? C'est de dire, après nous le déluge, on verra bien, de toute façon, ce n'est pas eux les principales victimes du changement climatique. Ils ont les moyens de s'acheter de la nourriture de qualité, de se payer des soins de santé de qualité, etc. Ils vont toujours s'en sortir et au final, c'est les travailleurs qui veulent faire payer face à cette crise-là, comme face à toutes les crises. On peut penser également à la dette, etc. Ils vont toujours faire payer l'addition aux travailleurs et aux plus pauvres. D'ailleurs, la crise climatique, c'est un bon prétexte pour eux pour faire passer l'austérité via des taxes qu'ils vont appeler de fiscalité verte, des taxes carbone, etc., qui en fait sont qu'un prétexte pour introduire ces systèmes-là et imposer l'austérité aux travailleurs sans aller toucher au profit des grandes entreprises. Parce que pendant ce temps-là, ils continuent de donner des subventions pour la transition écologique aux entreprises, etc. Et donc, je pense qu'on doit rejeter ces idées parce qu'au final, ça revient un peu à cette idée qu'on est tous responsables de la crise climatique. Et c'est faux. Nous, on explique que non. On doit prendre un point de vue de classe en fait, sur cette question-là et dire ce n'est pas la masse des jeunes et des travailleurs qui est responsable de la crise climatique. Et d'ailleurs, on peut regarder les chiffres qui le montrent. La moitié la plus pauvre de la population mondiale ne représente que 10% des émissions globales,
contre 50% pour les 10% les plus riches. Et même quand on regarde les 1% les plus riches, ils rejettent 175 fois plus de gaz à effet de serre que les 10% les plus pauvres. Donc on voit bien que ce n'est pas la masse des jeunes et des travailleurs qui est responsable de cette crise-là, et qu'au contraire, c'est elle qui subit de plein fouet la crise climatique et qui est touchée en premier. Et donc, on doit refuser de payer pour leur crise. Et au final, un peu toute cette idée, on est tous responsables, etc., ça sert à dédouaner les véritables responsables de la crise, un peu à détourner l'attention et à faire en sorte que la classe dirigeante et son système ne soient pas inquiétés pour la crise qu'ils ont causée. Et c'est aussi en fait un moyen pour eux de continuer à faire toujours plus de profits. Et c'est ça la logique dans ce système. Ils vont vous vendre plein de produits éthiques, avec des labels bio, responsables, qu'ils créent eux-mêmes. Cette idée un peu de greenwashing pour avoir une nouvelle source de profit qui finissent au final dans les mêmes poches. Parce que souvent, c'est une même entreprise qui a ces deux gammes de produits. Les produits pas chers qui vont vendre à la plupart des gens, de mauvaise qualité, etc. Et puis, les produits verts pour ceux qui peuvent se le permettre. Mais au final, ça finit dans les mêmes poches de ceux qui polluent. Et donc, on doit s'opposer un peu à cette idée-là les comportements individuels, on va voter avec notre argent parce qu'on n'aura jamais autant d'argent que la poignée de milliardaires. Et bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on va encourager les gens à finalement ne faire aucun effort pour l'environnement. C'est pas grave si vous jetez vos déchets par terre, etc. C'est pas du tout ça le point. On doit encourager le recyclage, etc. Mais ce qu'on doit souligner, c'est que c'est pas seulement à travers ça qu'on va résoudre la crise climatique et que ça, c'est pas efficace si on s'attaque pas à la racine du problème, en fait, qui est le système dans son ensemble. Et en plus, comme je le disais, ça entretient cette idée fausse que on est tous responsables à part égale, le fait de chacun doit faire sa part, des petits gestes du quotidien qui sont importants. Non, on n'est pas tous égaux dans cette crise. Il y a plein de choses comme ça qu'on entend sur les comportements individuels qu'il faudrait changer. Les gens prennent trop leur voiture, etc. Regardons un peu qu'est-ce qu'il en est. En France, c'est vrai, les transports sont le premier contributeur aux émissions de gaz à effet de serre. Ça représente 34%, là, si on inclut tout, que ce soit les voitures individuelles, les camions, les avions, etc. Et donc, dans ces 34%, les voitures individuelles, c'est à peu près la moitié. Et le reste, donc, c'est surtout en fait l'industrie, quoi. C'est les poids lourds, les véhicules utilitaires, etc. Mais déjà, il faut creuser un petit peu dans ces chiffres-là, parce qu'en réalité, dans les voitures individuelles, une bonne part, c'est la flotte d'entreprises. La moitié des achats des véhicules neufs, c'est pour les entreprises. Donc, ce n'est pas simplement des gens qui achètent des voitures pour se déplacer. Mais surtout, la question, ce n'est pas vraiment ça, c'est est-ce que les travailleurs, ils ont choisi d'acheter une voiture polluante plutôt qu'une électrique ? Bien sûr que non. Les gens ne sont pas là à se dire super, je m'achète une grosse voiture pour aller polluer. Déjà parce que la plupart des gens ne s'achètent pas de grosses voitures. 75% des achats de véhicules particuliers sont sur le marché d'occasion. Donc les gens n'ont même pas les moyens de s'acheter des véhicules neufs. Et donc sur le marché d'occasion, c'est quoi ? C'est souvent des moteurs thermiques, c'est des vieux modèles, etc. Et donc c'est ça en fait, les gens prennent ce qu'il y a de moins cher et c'est souvent les modèles les plus polluants. Et est-ce que les gens choisissent en fait d'utiliser leur voiture ? Là encore une fois, la plupart non. Souvent, ils détestent prendre leur voiture, surtout si vous habitez en région parisienne, que vous avez eu le plaisir de conduire sur le périphérique. Vous verrez que ce n'est pas par plaisir que les gens prennent leur voiture. Ça coûte aussi très cher. En moyenne, ça coûte 400 € par mois quand vous possédez une voiture. Et c'est 11% en fait, du budget des ménages. Donc si les gens pouvaient se passer de ce genre de dépenses-là, ils le feraient. Le problème, c'est que les transports publics sont bien trop insuffisants. Les réseaux de transport sont mal développés, même en région parisienne. Il y a constamment des problèmes avec le RER, c'est aussi de plus en plus cher. Donc, les gens ne prennent pas leur voiture par choix. En plus, déjà, il faut avoir la chance d'avoir un réseau de transport public. Mais en fait, on voit que même ces comportements individuels qu'il faudrait combattre, c'est vrai qu'il faudrait que les gens prennent moins leur voiture, mais ces comportements-là sont conditionnés par le système, en fait, qui n'offre pas d'autres alternatives. La solution, ça serait de développer massivement un système de transport public efficace, gratuit, écologique. Mais le problème, c'est que, comme je l'ai dit, dans ce système-là, la production, elle est organisée pour faire du profit et investir dans un réseau de transport public efficace. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est rentable pour les capitalistes. Donc, ils ne vont pas investir, ils ne peuvent pas faire de profit, ils ne vont pas avoir de retour sur investissement là-dessus.
Ils préfèrent investir dans l'industrie de l'armement, par exemple, sachant qu'au passage, l'armée américaine, c'est l'institution qui pollue le plus dans le monde. Donc voilà, encore c'est une industrie extrêmement polluante. Ou alors, carrément, les capitalistes ne vont juste pas investir, ils vont laisser leur argent dormir dans les coffres de banque, alors que ça pourrait servir à la société. Et ce n'est pas non plus les gouvernements qui vont investir, puisque vous êtes au courant, il y a une dette publique gigantesque, on en entend parler tous les jours. Et donc, ce n'est pas du tout des investissements qui sont à l'ordre du jour, c'est l'austérité. Donc c'est ça, en fait, qu'on retrouve un peu à tous les niveaux dans ce système-là. Pas d'investissement parce que c'est pas rentable. Donc on voit un peu l'impasse dans laquelle on est dans ce système. Et donc face à ça, il y a beaucoup de gens à gauche qui se disent « Bon, ok, il y a un problème, on est face à un mur, du coup, la seule solution est de reculer. » Et donc c'est cette idée un peu de la décroissance. Ils disent « Non, on doit décroître parce que là, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. » Et c'est sûr que face à la crise actuelle, c'est une idée qui attire un certain nombre de jeunes qui se tournent vers ces idées-là, qui disent ouais, il y a de la pollution, il y a du gaspillage dans la manière de produire, et donc le problème c'est la production en général. Mais nous, on n'est pas d'accord avec cette idée-là. Pour nous, c'est pas ça la source du problème, c'est pas la production en général, mais c'est la production capitaliste. Mais justement, dans l'idée de la décroissance, c'est plutôt, c'est pas la faute du capitalisme, mais plutôt de la science, de la technologie, du progrès, qui a généré un peu tous ces problèmes-là. D'ailleurs, les théoriciens décroissants l'expliquent en fait clairement. Ils disent par exemple, qu'est-ce qu'on devrait faire ? Il faudrait remplacer le réfrigérateur par une pièce froide, le voyage aux Antilles par une randonnée à vélo dans les Cévennes, l'aspirateur par le balai et la serpillière, l'alimentation carnée par une nourriture quasiment végétarienne. Ça, c'est Serge Latouche et Vincent Chenet qui expliquaient un peu le projet décroissant. Mais on voit un peu le problème, c'est que c'est dans quel modèle économique ils proposent de faire ça ? C'est dans un modèle économique capitaliste, simplement d'un capitaliste qui date d'avant la révolution industrielle, où justement on a encore une économie de marché, mais une économie de marché qui serait contrôlée pour éviter la concentration de la production. Et donc ils continuent, ils disent « Tout artisan ou commerçant serait propriétaire de son outil de travail et ne pourrait pas posséder plus. Il serait nécessairement le seul décideur de son activité en relation avec sa clientèle. » Donc on voit un peu la logique, c'est de dire ok, il y a beaucoup de surproduction aujourd'hui, il y a beaucoup de gâchis, donc faisons en sorte que la production ne soit pas concentrée pour que chaque producteur produise strictement ce qui va réussir à écouler sur le marché. Mais le problème, c'est que si on reste dans une économie capitaliste, on va revenir dans la même situation parce que la concentration, elle est inhérente au capitalisme. Ça fait partie de la logique du système. On peut ramener la roue en arrière, mais elle va continuer à rouler ensuite quand on va la lâcher. Et c'est quelque chose que Marx il expliquait en fait, ce phénomène de la concentration du capital, qui avait deux côtés en fait. Oui, à la fois une concentration d'inégalité d'un côté et puis d'inégalité, de misère et puis de richesse de l'autre, mais il y avait aussi un aspect positif à la concentration dans le sens que ça pose les bases matérielles en fait d'une planification rationnelle de l'économie qui n'est pas possible sur la base en fait de petites entités locales qui seraient atomisées, dispersées un petit peu partout. Parce que à l'échelle locale, on peut développer tout ce dont on a besoin peut-être pour les besoins quotidiens, et encore, les ressources elles sont inégalement réparties, mais bon, on peut se débrouiller pour faire un peu de l'économie de subsistance. Le problème, c'est que si on veut développer au-delà de ces besoins de base, ça devient beaucoup plus compliqué parce que c'est une question d'efficacité, de ressources qui sont mal réparties. Donc comment on fait par exemple si on a besoin d'avoir accès à un médecin spécialisé ? On voit qu'en fait on ne peut pas développer ce niveau de spécialité-là à l'échelle locale. Mais sauf que c'est quand même utile des fois d'avoir des unités de médecine spécialisées à l'occasion où justement on concentre un haut niveau de technique, de développement, etc. Et en fait, c'est un peu ça la logique sous la décroissance. De la décroissance, c'est une logique de la décroissance sous le capitalisme. Et ça, on la connaît en fait. C'est ce qu'on vit aujourd'hui, c'est l'austérité permanente en fait. C'est ça l'absence de croissance ou la décroissance sous le capitalisme. Et on connaît l'impact qu'a l'austérité, les conséquences de l'austérité aujourd'hui, qui détruisent en fait les conditions de vie des gens, etc. Un autre argument qu'on peut retrouver un peu dans cette logique-là, c'est de dire en fait, on a des ressources limitées sur la planète. Et aujourd'hui, chaque année, vers octobre, sûrement qu'on a déjà dépassé ça, les limites planétaires. Et donc, la conclusion est un peu la même, c'est de dire,
voilà, on n'a pas suffisamment de ressources, il faudrait produire moins, voire même être moins nombreux. Des fois, c'est un peu la conclusion. Mais encore une fois, ce qu'on explique, c'est que ce n'est pas un manque de ressources qui est le problème, mais c'est leur gaspillage sur le marché, encore une fois. Parce que c'est toujours la même logique. Si on ne peut pas vendre, voilà, on va gaspiller, on va mettre à la poubelle, etc. Aujourd'hui, on produit assez de calories pour 15 milliards d'humains au niveau de l'agriculture mondiale. Et pourtant, on est seulement 8 milliards. Et il y a des gens qui meurent de faim. En 2023, 730 millions de personnes étaient sous-alimentées. Ça, c'est totalement absurde. Aux États-Unis, il y a 40% de la nourriture produite qui n'est pas consommée. Mais c'est quelque chose que Engels, à l'époque, expliquait déjà. Il disait que les limites de la production sont fixées par le nombre d'acheteurs potentiels plutôt que par le nombre de ventres affamés. Je trouve que ça décrit bien un peu la logique de ce système-là. Si on ne peut pas vendre la nourriture, on va l'acheter à la poubelle. Et donc, oui, bien sûr, il y a énormément de ressources qui sont gâchées dans le système capitaliste, mais ce n'est pas parce que les gens n'en veulent pas, c'est simplement parce qu'elles ne trouvent pas preneur sur le marché. Après, évidemment, il y a certaines ressources qui sont limitées, qui sont finies. Par exemple, les énergies fossiles, ça, c'est quelque chose qui va être bientôt épuisé, mais ça ne signifie pas nécessairement qu'on doit réduire la production. On peut trouver aussi d'autres solutions, et il faudrait développer massivement les énergies renouvelables, investir dans la recherche, etc. Mais encore une fois, on revient à ce problème-là qu'il faudrait d'énormes investissements. Et qui va financer ça? Les capitalistes ne veulent pas financer ça. Ils peuvent continuer à faire du profit avec les énergies fossiles. Donc oui, effectivement, sous le capitalisme, on est dans une impasse. Et donc pour beaucoup de gens, la seule solution semble être de décroître. Après, évidemment, on ne dit pas qu'on doit continuer à augmenter la production d'absolument tout. Ça serait un peu ridicule. C'est clair qu'il y a des choses dans lesquelles on pourrait décroître certaines industries. Par exemple, on n'a peut-être pas besoin des 50 porte-avions militaires qui sont actuellement en service dans le monde. Il y a plein d'autres choses de domaines dans lesquels on pourrait décroître, dans la pub, dans le marketing, etc. Mais il y a d'autres domaines dans lesquels on a besoin de croître, on a besoin d'une croissance, on a besoin de plus de logements, on a besoin de plus d'hôpitaux, de plus d'écoles, de plus de médicaments, etc. Et donc, on ne peut pas simplement se contenter de simplement mettre de l'avant cette idée de décroissance, surtout que dans beaucoup de pays, les gens vivent encore dans une grande pauvreté. Il y a près de 10% de la population mondiale qui vit en situation de pauvreté extrême, donc avec moins de 2,15 $ par jour. Et ça, c'est 37% de la population d'Afrique subsaharienne, 43% d'Afrique de l'Est et australe. Donc là, dans ces pays-là, ce n'est pas du tout une question de décroissance. Et évidemment, beaucoup de défenseurs de la théorie de la décroissance ne vont pas pousser cette conclusion jusqu'à l'absurde et de proposer de baisser le niveau de vie de tout le monde, sauf exception. Il y a des gens qui proposent ça, mais bon, c'est souvent des gens un peu illuminés. Mais bon, la plupart des gens honnêtes qui défendent cette idée-là ne vont pas proposer ça. Ils vont, par exemple, mettre de l'avant la nécessité de réduire, la consommation des pays riches et augmenter celle des pays pauvres, etc. Mais même là, en fait, par exemple, en France, le nombre de mineurs pauvres, il est en augmentation constante. Il y a 1 enfant sur 5 qui ne mange pas 3 repas par jour, alors qu'on est dans la 7e économie mondiale. Donc ça montre un peu cette question de la répartition des ressources, de son organisation. Et donc la question que pose la décroissance, si on voulait l'appliquer, c'est qui va décider en fait de qu'est-ce qu'on consomme moins? Et si on reste dans le modèle économique actuel, c'est les classes dirigeantes en fait qui vont faire payer, encore une fois, les jeunes, les travailleurs, les retraités. C'est eux qui vont dire vous devez décroître votre consommation, mais ils ne vont pas se serrer eux-mêmes la ceinture. Et donc, pour nous, la question, c'est pas moins produire en général, mais c'est qu'est-ce qu'on produit, comment on le produit et en quelle quantité. Et sous le capitalisme, évidemment, il y a énormément de gâchis de ressources, comme j'ai déjà dit. Et donc, le problème, c'est la façon dont elle est organisée, avec toutes les absurdités dans la production, avec des ressources qui font 3 fois le tour de la Terre, parce que on va jouer sur les gains en salaire, sur la productivité dans tel ou tel pays. Il y a toutes les publicités, les emballages inutiles qui causent un gaspillage de ressources. Il y a aussi l'obsolescence programmée qui est complètement absurde et qui a pour seul objectif, encore une fois, de maximiser le profit parce qu'on va vendre plus de produits s'ils se brisent plus rapidement. Donc tout ça pointe vers la solution et le fait que la production n'est pas orientée pour les besoins. Et donc, le problème n'est pas la croissance en général, mais la croissance sous le capitalisme, qui n'est pas une croissance en fait dirigée pour remplir les besoins de l'humanité,
mais c'est une croissance qui est là pour remplir les poches des actionnaires, en fait, au prix de la destruction de l'environnement. Et donc, pour nous, le développement massif des forces productives qui a émergé, en fait, qui a été rendu possible par le capitalisme, n'est pas le problème aujourd'hui. Le problème, c'est les rapports de propriété, c'est-à-dire la propriété privée, en fait, de ces moyens de production-là, qui nous empêchent d'utiliser rationnellement ces forces productives. Et je pense que le problème est bien identifié. Le problème, c'est le système capitaliste, qui ne peut pas être réformé pour devenir respectueux de l'environnement. Il n'y a pas de capitalisme vert possible, parce que c'est dans le fonctionnement et la logique même du système, en fait, qui sont incompatibles avec les besoins de la lutte contre la crise climatique. Et donc la solution, elle découle assez logiquement. Il faut s'attaquer à ce système économique. Tout à l'heure, je parlais des transports, de la nécessité d'investir massivement, en fait, pour développer un réseau de transport public de qualité, gratuit, etc. Les capitalistes ne vont pas le faire. Alors, la solution, elle est simple. On devrait nationaliser, en fait, l'industrie des transports et nationaliser les banques, justement, pour pouvoir financer un plan massif de développement de transport public, écologique. Et ça montre, en fait, la nécessité, dans tous les autres domaines, en fait, de réorganiser complètement les rapports sociaux pour pouvoir, justement, utiliser de manière rationnelle les énormes forces productives que le capitalisme a développées. Et donc ça, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'on doit exproprier les grands moyens de production, les grands leviers de l'économie des mains des capitalistes et les nationaliser sous le contrôle démocratique des travailleurs. Et à cela doit s'ajouter une planification de l'économie à l'échelle mondiale. Les deux vont de pair, l'expropriation de la nationalisation et la planification de l'économie. Parce que, comme je disais, on ne contrôle pas ce qu'on ne possède pas. Donc, si on veut planifier, mettre en place la planification écologique, on doit on doit renverser, en fait, le capitalisme. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, la planification écologique qu'on retrouve justement, par exemple, dans le programme de la France Insoumise, c'est quelque chose qui est souvent mis de l'avant, mais qui reste abstrait si, justement, on ne prend pas le contrôle et on ne se donne pas les moyens, en fait, d'appliquer cette planification écologique. Donc, pour nous, les deux vont de pair et c'est important de lier ces deux aspects-là. Et c'est sur cette base qu'on pourrait développer un plan de production rationnel, en fait, pour déjà immédiatement mettre fin au gaspillage du marché capitaliste. Aujourd'hui, j'ai parlé de l'obsolescence programmée, etc., de tout ce gâchis. Le socialisme ferait exactement l'inverse, en fait. On pourrait mettre fin à ça assez immédiatement. On n'aurait aucun intérêt, en fait, à produire des marchandises qui seraient usées assez rapidement. On produirait, en fait, des marchandises de la meilleure qualité possible, qui seraient produites pour durer le plus longtemps possible. Là où ça serait nécessaire, en fait, on réorienterait aussi la production à la fois pour éliminer les industries les plus polluantes, ou en tout cas faire en sorte qu'on ait une transition de ces industries si elles sont encore utiles, ou même on peut réorienter la production de certaines industries qui seraient plus utiles. Par exemple, l'industrie de l'armement, on n'en aurait plus besoin. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Justement, le réorienter pour produire des biens socialement utiles et ne pas, en fait, par là, augmenter le chômage ou juste fermer des usines, parce que ça, c'est aussi un des enjeux. Il y a beaucoup de travailleurs qui se disent oui, ok, je veux produire contribuer à la lutte contre le changement climatique, mais est-ce que ça signifie que je vais me retrouver au chômage parce qu'on ferme des industries polluantes ? Donc il faut trouver les moyens, en fait, de réutiliser toutes ces technologies, ces techniques pour produire des choses utiles, en fait, et reconvertir les travailleurs, en fait, dans d'autres domaines. On ferait aussi en sorte d'investir massivement pour augmenter la productivité, c'est-à-dire faire en sorte qu'on produise autant mais plus efficacement. Ça, c'est à la fois un gain, en fait, de ressources, mais c'est aussi un gain de temps. Et donc ça nous permettrait de réduire le temps de travail pour faire d'autres choses. En fait, avec cette planification, on pourrait mieux utiliser, en fait, les énormes ressources qui existent déjà, qui sont déjà à la disposition, en fait, qui pourraient potentiellement être à disposition de la société, les utiliser, en fait, de manière rationnelle, utiliser les technologies qui existent déjà en les mettant en commun à l'échelle mondiale, et puis continuer à investir massivement dans la recherche scientifique pour développer des solutions contre le changement climatique, améliorer tous les aspects de la production, etc. Je ne sais pas si vous avez vu le prix Nobel en chimie cette année. C'est 3 chercheurs qui ont développé des nouveaux matériaux dont la structure moléculaire, en fait, a des propriétés qui permettent de capturer, par exemple, des produits chimiques, des choses comme ça. C'est très cool, mais imaginez, en fait, tout ce qu'on pourrait faire si on avait des investissements massifs, en fait, dans la recherche qui seraient déconnectés
de la recherche immédiate en fait, de profit et de rentabilité. Voilà tout ce qu'on pourrait faire en fait. Et dans un sens, qu'est-ce que c'est ça, tout ça? C'est continuer à développer en fait les forces productives, mais pas pour produire toujours plus. La croissance des forces productives dans une économie en fait socialiste, elle vise pas une augmentation indéfinie en fait de la quantité de marchandises, ça serait assez absurde, mais en fait ça viserait l'amélioration indéfinie des processus de production et de la qualité des produits finis, pour faire en sorte en fait qu'on ait des meilleurs produits et qu'on les produise avec le moins de temps de travail nécessaire pour pouvoir se concentrer, avoir une croissance aussi de l'art, de la culture, de la science, etc. Bon, je vais conclure parce que ça va être un peu long, mais justement sur la question que tout le monde se pose maintenant, c'est comment on en arrive là. Les solutions que je mentionnais au début, ou ces mouvements-là de masse, ou les groupes politiques qui se forment, agissent surtout par l'activisme un peu d'une petite minorité. Et pour nous, ça, c'est pas la solution parce qu'en fait, déjà, d'une part, ils s'exposent beaucoup à la répression parce que c'est isolé, c'est des petits groupes qui sont faciles à réprimer. Et puis, en fait, ça a aussi ses limites, c'est aussi démobilisant pour la masse de la population qui reste passive en fait, face à ces mouvements-là. Là, ce qu'il faut, c'est en fait une mobilisation de la majorité de la population et en particulier en fait, de ceux qui produisent tout ce qui existe dans la société et qui subissent en plus les conséquences de la crise environnementale. Ça, c'est la classe ouvrière, c'est les travailleurs, les salariés, ceux qui font fonctionner la société et donc qui devraient la gérer dans l'intérêt de la majorité. Et on voit déjà, ce qui est positif, une mobilisation de la jeunesse. La jeunesse doit réussir à se lier justement à la classe ouvrière qui, seule, en fait, peut paralyser la société du fait du rôle qu'elle joue dans la production. Et on pourrait faire un parallèle un peu avec la lutte pour la Palestine dans les dernières semaines, avec ce qui s'est passé en Italie, où justement le mouvement de solidarité avec la Palestine a réussi à trouver en fait un écho dans le mouvement ouvrier en Italie et par les blocages qu'il y a eu, par la grève, a réussi à faire reculer le gouvernement en fait, de Meloni pour la première fois, alors même que c'était une des plus ferventes sionistes. Et donc ça montre la force en fait, de la classe ouvrière et le poids qu'elle peut avoir dans la société. Et donc la solution passera par la lutte des classes, par ces mobilisations-là qui vont s'étendre en fait, sur la question du changement climatique et qui vont trouver en fait, des échos sur plein d'autres questions, la lutte contre l'austérité, etc. Donc il reste à organiser cette énorme colère qui existe, cette réserve en fait, de colère, autour d'un programme clair de revendications socialistes, et c'est comme ça qu'on pourra la diriger en fait, contre le système jusqu'à son renversement. Donc on a besoin en fait, d'une révolution pour accomplir ces changements-là. Seule une transformation socialiste de la société en fait, permettra de satisfaire les besoins de tous en harmonie avec l'environnement. Et ce changement, il est impossible sans prendre des mains de cette minorité parasitaire en fait, les moyens d'accomplir cette transformation. Donc c'est le programme qu'on défend, c'est un programme révolutionnaire. Et pour nous, c'est la seule alternative pour mettre fin à la crise climatique. Spectre du communisme, le podcast du Parti communiste révolutionnaire.